Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer brièvement comment lire et interpréter un tirage de cartes de tarot. Mon tarot est toujours disponible à la vente, vous pouvez le commander. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je pense que c'est une bonne idée de vous donner quelques bases. Évidemment, vous pouvez trouver tout un tas d'informations. Ce sera des bases pour faire la lecture d'un tirage de cartes de tarot de Marseille. Alors comment procède-t-on à un tirage de cartes? Si on n'a aucune question, si on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut demander, si on n'a pas d'idée et on veut juste utiliser le tarot, on peut faire un tirage qui sera très général en disant voilà la situation dans laquelle j'étais dans le passé, on tire une carte, voilà la situation dans laquelle je suis, on tire une autre carte et voilà la situation dans laquelle je serai, et on tire une autre carte. Et ensuite on peut rajouter quel est mon problème maintenant, quel est mon problème dans le passé, quel est mon problème, ou quelle est la chose qui m'aide. Voilà, donc avec ce type de questions, et on tire une carte. Et à chaque fois qu'on va tirer une carte, cette carte va nous donner des indications symboliques. Et par ces indications symboliques, nous on va se dire ah oui, c'est à cela que ça correspond dans ma vie. Et donc c'est intéressant puisque ça va me renvoyer les choses auxquelles je pense en pleine figure. Vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo où j'approfondis un peu, un tout petit peu ma pensée sur à quoi sert le tarot. Donc le tarot, ce n'est pas le monde qui m'informe, c'est moi-même qui projette ma volonté et ma pensée et mes sentiments sur les symboliques des cartes. Alors, donc on pose cette question par exemple, voilà ce qui s'est passé dans le passé. Et on tire une carte. Alors, première carte, cette fois je vais vous expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire. Je tire cette carte et je vois cette carte. Qu'est-ce que je me dis? C'est mon passé. Eh bien, le fou indique quelqu'un qui n'est pas sur le chemin. Quelqu'un qui n'a pas d'obligation, qui n'a pas de structure, qui va de gauche à droite sans regarder où il va, etc. Et donc un passé de ce genre, ça peut être un passé où on n'avait pas de cadre, ou un passé de tout ce que ça peut vous évoquer autour de ce thème. Le voilà. Alors le fou dans mon jeu est plutôt une figure positive, mais en réalité peu importe ce que ça vous fait venir en tête, ce sera intéressant. Si ça vous fait venir en tête quelque chose qui n'a pas réellement de rapport avec l'image du fou, c'est intéressant. Mais le fou va vous pousser à penser à des choses de votre passé qui correspondent à ça. Ensuite, si on tire quelque chose comme le battleur. Le battleur, c'est le début du chemin, c'est le curieux. C'est celui qui est la première énergie, l'énergie initiale de quelque chose. C'est le premier acte pour rencontrer quelqu'un, c'est la première fois qu'on a une idée, c'est l'excitation du curieux et du début, de la curiosité, du débutant. C'est cette énergie qui pousse le débutant à loin, beaucoup plus loin. Ensuite, la papesse, la carte numéro 2. La papesse, c'est l'étudiante, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est une carte où on se referme sur nous-mêmes, où on se referme sur le savoir acquis, sur les bibliothèques, sur la connaissance déjà établie, sur les choses beaucoup plus structurées. Et on se referme, on s'isole comme ça dans la connaissance et on va étudier. La papesse dans le passé, c'est peut-être quelqu'un qui est resté beaucoup enfermé à étudier, qui a fait de très longues études de sage, etc. Donc voilà la papesse. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice, on pourrait dire aussi, c'est la mère, c'est la matrice, c'est la graine initiale. C'est-à-dire que à partir de l'impératrice, vous voyez, les choses poussent. Donc ça, c'est la première graine qu'on plante quelque part. C'est l'initiation, le commencement du projet, de la construction. Oh là là, il y a des fous furieux en moto, je suis désolé. C'est le week-end et il y a un rallye dans mon village, donc il y a beaucoup de bruit. Ensuite, l'empereur. Alors l'empereur, on pourrait dire, c'est le père, c'est l'incarnation du père, mais c'est tout simplement l'incarnation de la force physique qui est enfin déployée, où la matrice est l'initiation physique, c'est le début physique du projet, l'impératrice, et l'empereur, c'est
la construction physique du projet, c'est l'accomplissement physique du projet. C'est que le projet est en construction, ça incarne par exemple la richesse ou la construction de maisons ou tout ce genre d'éléments. Ensuite, le pape. Le pape, on pourrait dire, c'est l'enseignant. L'enseignant, l'orateur, celui qui parle à la foule. C'est celui qui accomplit aux yeux du monde quelque part ce que la papesse avait initié. Tout comme ce que l'impératrice a initié, l'empereur c'est celui qui l'accomplit aux yeux du monde. Donc le pape, par exemple, si on a le pape dans le passé, ça peut être une figure d'enseignant qu'on a eu, ou un moment où nous-mêmes nous étions enseignants, ou qu'on a suivi quelqu'un qui parlait bien, ou ce genre de choses. Ensuite, numéro 6, l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui est indécis. Il est indécis entre deux options, entre plusieurs options. Donc c'est une carte qui évoque le questionnement et l'hésitation. Vous voyez que l'amoureux est tiraillé entre la fille aux fleurs bleues et la fille aux fruits rouges. Alors je vais éviter de trop rentrer dans les symboliques picturales pour éviter de surcharger peut-être mon explication. Mais sachez que là, il y a beaucoup de symbolique picturale et dans tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de symbolique picturale. Symbolique picturale, ça veut dire qu'ils sont propres à l'image et à la construction de l'image et ce que veut dire cette construction. Voilà le chariot. Le chariot, on retrouve deux chevaux, comme les deux filles de l'amoureux, et les deux chevaux sont entremêlés. Le chariot, c'est celui qui doit garder le cap, qui a deux énergies. On voyait que l'amoureux hésitait entre deux penchants, entre deux courants, entre deux choses. Le chariot, lui, doit garder le cap entre les deux choses. Il doit maîtriser ces deux forces qui vont dans tous les sens. Ça peut vouloir dire devoir gérer deux personnes opposées, devoir gérer deux choix, devoir gérer, etc. Devoir mener une entreprise et une vie de famille ou je ne sais quoi. Deux courants qui peuvent être contradictoires que l'on doit mener ensemble. Ensuite, la justice. Vous voyez que la justice, on a tous beaucoup d'images de justice. Sans doute que l'État moderne a beaucoup travaillé à ce qu'on ait une forte image de la justice. Donc la justice, vous voyez, c'est celle qui se referme sur elle-même pour prendre une décision, qui pèse le pour et le contre. Vous voyez qu'on a toujours ces deux forces, force rouge et force bleue, ces deux courants. Et elle a une épée, donc elle va devoir trancher. Elle note, elle va réfléchir, re-réfléchir à toutes les options, et elle va devoir trancher. Donc la justice, c'est quelque part l'accomplissement de ces deux dernières cartes, qui étaient l'amoureux, où il était indécis, le chariot, où il devait gérer ces deux courants, puis la justice, où il va devoir trancher. L'ermite. L'ermite, c'est celui qui se retire complètement. C'est celui qui se retire complètement pour justement approfondir complètement son jugement. On peut dire que c'est la suite de la justice qui a tranché. Lui, le tranchant a été fait, il se retire et il va méditer, il va comme ça guérir sur lui-même, il va se reposer, il va être loin du monde pour tenter de ranger cette décision que la justice a prise. La roue de la fortune. La roue de la fortune, ça, c'est un symbole de changement, de voyage, de mouvement dans tous les sens. C'est évidemment aussi le hasard, c'est la bonne fortune, c'est-à-dire le hasard des rencontres, le hasard complètement, voilà, tout ce qui est complètement aléatoire, quelqu'un qu'on rencontre complètement par hasard dans la rue et qui nous tombe dessus, etc. Ça, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le hasard, le changement imprévisible, etc. Ensuite, la force. Alors la force, c'est celle qui, par sa tranquillité, arrive à manipuler ce qui est puissant. Ce qui est puissant comme ce tigre. La force, c'est celle qui incarne une autorité tranquille.
Ensuite, on a le pendu. Le pendu, c'est celui qui accepte son sort, qui ne peut plus rien changer et qui est pourtant heureux de ce sort. C'est celui qui passe par un état d'acceptation de ce qu'il ne peut changer. Donc on voit le pendu qui peut plus se libérer. Ensuite, bon, tout le monde râle en disant ah, elle n'a pas de nom. Évidemment, c'est une carte qui n'a pas de nom, mais on n'est pas des enfants, on comprend très bien que ça symbolise la mort. Mais on comprend aussi très bien que la mort est un symbole de passage. La mort d'une relation, la mort d'une entreprise, la mort d'un projet, la mort d'une idée. La mort, c'est le passage définitif. Le passage définitif. Et donc, cette carte symbolise un passage qui est définitif. Qui peut très bien être la mort physique d'un corps, hein, la mort telle qu'on la conçoit au premier degré, mais comme étant n'importe quel type de mort, ou de passage, ou de choses définitives. Après la mort, on a la tempérance. La tempérance, c'est un changement d'état doux. On va doucement glisser d'un état à l'autre. Doucement, les choses vont couler comme de l'eau, ou plutôt, moi je l'imagine plus comme du miel ou de l'huile, quelque chose de très lent comme ça, qui coule et qui change d'état. C'est un changement d'état lent. Ensuite, on a le diable. Alors le diable, c'est un attachement. On est attaché aux pulsions bestiales, donc la nourriture, le sexe, toutes ces choses. Le contrôle aussi, vous voyez, c'est un attachement et un contrôle. C'est être contrôlé et contrôler les autres. Toutes ces choses ont un lien avec le diable, avec les pulsions, donc les pulsions animales. Ensuite, on a la tour. La tour, c'est la représentation d'une chose qui s'effondre, qui s'effrite, qui se dégrade, qui part en fumée, voilà, c'est une chute. Un effondrement. Donc là, par exemple, si on tire la tour pour le passer, on peut très bien être un peu littéral et se dire « Ah, eh bien, c'est la maison de mes ancêtres qui s'effondre », ou alors se dire « Ah, c'est ma civilisation qui disparaît », ou alors se dire... Et vous voyez que toutes ces choses sont intéressantes. Et ça dépendra justement de qu'est-ce qu'on se dit. En mettant en rapport les cartes les unes les autres, on se dira « Ah bah oui, mais c'est intéressant, j'ai pensé à ça ». Et ça, on ne peut pas vous l'enlever, vous avez pensé à cette chose en particulier et pas à une autre. Ou alors ça peut représenter, par exemple, la dégradation de votre famille, ou la dégradation d'une chose, une chose qui s'effondre et qui s'effrite. Et ce que je dis pour la tour, là, marche pour toutes les cartes. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui guide, qui montre le chemin, qui aide. C'est quelque chose qui vient aider à trouver la voie. C'est l'étoile qui indique le chemin. L'étoile, alors on a un peu perdu cette notion d'étoile, mais jusqu'à il y a quelques centaines d'années, tous les gens qui voyageaient se dirigeaient avec les étoiles. On s'orientait avec l'étoile. Donc l'étoile, on peut la concevoir comme un GPS peut-être. L'esprit moderne va reconnaître une même fonction, une même façon, quelque chose qui est là au loin et qui nous montre le chemin, qui nous guide. Donc ça peut être un guide, ça peut être une pensée qui nous guide, ça peut être un être humain qui nous guide, ça peut être une tâche, etc., un chemin. Donc l'étoile, c'est un guide. Ensuite, on a la lune. Alors la lune, c'est quelque chose de caché. C'est un secret, c'est changeant. La lune est changeante, cachée et secrète. Donc la lune, ça peut être par exemple quand un secret est caché, quand quelque chose se cache sous l'eau, vous voyez, comme cet animal, quand quelque chose ne veut pas être dit, quand tout le monde sait une chose mais que personne ne le dit, et tout le monde sait que tout le monde sait, mais tout le monde sait qu'on ne doit pas le dire, etc. Le secret, la chose cachée. Et ça peut aussi être la chose changeante, hein, l'état lunaire, c'est-à-dire quelque chose qui va soudainement changer d'état, être tout d'un coup rieur et tout d'un coup dépressif, etc. Ensuite, on a le soleil. Alors le soleil, c'est ce qui rayonne en tous sens.
c'est par exemple la générosité rayonnante et gratuite, le fait de distribuer dans tous les sens. C'est aussi le fait de fusionner. Vous voyez, là, il y a deux personnages qui fusionnent. Oh là là, j'espère que vous entendez pas trop les bruits de véhicules qui font beaucoup de bruit. Donc le soleil fusionne. Il réchauffe en tous sens, il fusionne. Il est fiable comme ça, il est quelque chose qui est solide. Hein. Il est déjà en lui-même une sorte d'accomplissement parce qu'on arrive au bout du jeu, on arrive bientôt à la fin. Voilà. Ensuite, le jugement. Le jugement, c'est la révélation au grand public. C'est le moment où on montre à tous, et tout est révélé. On pourrait appeler ça la révélation finale, la publication. Alors c'est plus terre à terre de dire publication comme si on publiait un livre qui avait été longtemps travaillé. Ou l'acte final, le moment où tout est révélé, voilà. Le moment où finalement on révèle tout. Pour les chrétiens, évidemment, c'est le jugement dernier, donc le réveil des morts, etc. Mais j'ai dit que j'allais pas trop parler d'esthétique picturale et de choses. Voilà, je vais essayer de rester. Enfin bref, il ne reste plus qu'une carte, donc j'ai plus grand chose à essayer de rester. Enfin, la carte du monde, qui est donc l'accomplissement total. Cette fois, c'est absolument tout. La carte du monde représente le monde tout entier, dans sa globalité, dans sa totalité, dans son achèvement d'unification totale. Donc cette carte a quelque chose d'extrêmement positif, mais a aussi quelque chose d'extrêmement philosophique. C'est l'unification de tout, l'acceptation de tout et ses contraires en une chose unifiée. Donc, dans un tirage, ça va être un peu l'état de grâce, l'état dans lequel tout est parfait pour nous, on est en adéquation complète avec le monde, avec l'univers, avec Dieu, avec je ne sais quelle croyance qu'on peut avoir sur ce qu'est le monde. Mais si on tire cette carte, c'est ce genre de pensée qu'on peut mettre en avant. Si par exemple on tire cette carte dans le passé, ça veut dire que dans notre enfance, on était dans un état de cohérence avec notre monde, etc. Et donc, on va tirer ces cartes. On peut tirer ces cartes par exemple pour se dire quel est mon problème actuel. Donc je mélange les cartes et là on va avoir l'effet Barnum parce que je vais croire que cette carte est tirée pour moi. Mais c'est pas bien grave d'avoir l'effet Barnum. Donc je mélange les cartes et je tire une carte et j'ai le monde. Alors là je vais me dire je sais même plus quelle question j'ai posée, ça c'est bête parce que je réfléchis pas bien à ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais peu importe en fait, mais il faut quand même essayer de suivre la question qu'on pose. Mais je tire la carte du monde et donc je vais me dire, tiens, alors qu'est-ce que cette chose me dit de mon problème actuel? Peut-être que je suis plus en accord avec le monde, parce que vous voyez, j'ai dit c'est mon problème, etc. Et en fait là, les esprits un peu carrés d'entre vous vont se dire, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Cette carte ne te dit pas où t'en es dans ta vie, dans ton rapport au monde, dans ton rapport aux choses. Cette carte ne te dit rien. Sauf que c'est pas la carte qui me dit, c'est moi. Moi, en regardant cette carte, je me dis, oui, en fait, j'ai un problème avec mon rapport au monde. Et ça me dit des choses sur moi. Vous comprenez que ça me dit vraiment des choses sur moi. Et pourquoi? Comment se fait-il que ça me dit vraiment des choses sur moi? C'est que moi-même, je me suis dit ça en voyant cette carte. Et donc, ce sont des choses dans mon esprit qui sont projetées sur cette symbolique qui me sont envoyées. Donc, mon problème, c'est que j'ai un problème avec le rapport que j'ai au monde. Et vous voyez que même si je me suis trompé et que c'était pas ça que j'avais dit comme question, parce que là, je me souviens plus, n'empêche que je l'ai dit en voyant cette carte et j'ai pensé cette chose. Je me suis dit, bah oui, j'ai un problème avec le monde. Et c'est encore plus fort si j'avais dit que c'est quelque chose de positif et que j'ai tiré, que j'ai dit mon problème c'est le rapport au monde. Rendez-vous compte? C'est-à-dire que mon cerveau a oublié que j'avais dit que c'était quelque chose de positif et que j'ai quand même dit que j'avais un problème d'accord avec le monde. Bon, voilà. Ensuite, je tire une carte. Du coup, c'est embêtant que son problème ça soit le monde tout entier. Pourquoi qu'est-ce que je peux bien en faire? Surtout que là, vous voyez, alors là c'est le drame existentiel, hein, pratiquement. Le monde tout entier est mon problème. Dans sa globalité, dans sa totalité, que vais-je faire? Il faut que je tire une carte toute noire.
Donc je tire une carte et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour rentrer en accord avec le monde peut-être, qui est en désaccord avec moi, et je tire une carte. Bon là, on a un problème. On a un problème, c'est que j'ai remis la carte. J'ai remis la carte du monde dans le tas. Donc forcément, si on tire tout le temps la même carte, hein, donc je vais rebrasser. Ou alors, mais bon, là ça devient plus compliqué qu'un tirage de tarot classique, mais la solution c'est le monde lui-même, mais bien sûr. Vous pouvez jeter toutes les autres cartes à part celle-là. Bon, je vais tirer une autre carte qui du coup va me servir de solution. Là moi je sais pas laquelle je vais tirer. Je sais pas. Et je tire le battleur. Le battleur, c'est le début du chemin, c'est la curiosité. Donc ça, ce que cette carte veut me dire, comment moi je l'interprète, c'est que la solution à mon problème d'accord avec le monde, c'est de suivre le début d'un chemin. C'est-à-dire d'être curieux d'une chose, commencer à avoir cet élan du novice sur une chose. Voilà. Peut-être à débuter quelque chose de nouveau, à prendre quelque chose que je n'avais pas encore pris dans mes mains et à commencer à le mélanger avec d'autres choses, vous voyez. Voilà, donc c'est... Voilà, et donc... Et bon, bah pour le coup, je trouve ce tirage très pertinent. Mais les tirages sont souvent très pertinents, en fait, étonnamment. Et je comprends que des gens tombent dans des choses plutôt mystiques avec ce tarot, en se disant que les cartes elles-mêmes disent quelque chose et savent quelque chose de qui sont ces gens. Le truc, c'est que forcément, on peut avoir l'impression que les cartes savent quelque chose de nous. Parce qu'en fait, c'est pas les cartes qu'on lit, c'est notre esprit. Et notre esprit nous connaît très bien. Il nous connaît peut-être même encore plus que notre... Alors là, si on a un esprit conscient, un esprit inconscient, peut-être que notre inconscient nous connaît encore plus que notre conscient. Et donc il peut nous dire des choses sur nous-mêmes qu'on ne savait pas. Bon, questionnement sur le conscient, l'inconscient. N'empêche que on peut vite croire que c'est le monde lui-même, c'est le tarot lui-même qui sait des choses sur nous. Et c'est le hasard des tirages qui n'est pas si hasardeux que ça a été voulu que cette carte soit pour nous. Sauf qu'en fait, voilà, comme je le dis, c'est nous-mêmes, nous voyons, nous voyons nous-mêmes dans la carte. Donc, en fait, évidemment, enfin, bref, vous avez compris. Cette chose sait des choses sur nous. Bon, pour approfondir, qu'est-ce qui peut être un problème à ce battleur qui est le curieux? Oui, j'ai enlevé la carte du battleur du tas, donc voilà, le tas, il n'y a plus le battleur. Qu'est-ce qui peut être un problème pour ce battleur? Ce battleur est curieux et peut-être il va avoir des bâtons dans les roues. Hein, le battleur que je suis, le curieux que je suis, qui est en rupture avec le monde, qu'est-ce qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'accomplir son unification avec le monde à nouveau? Alors je tire une carte, c'est le passage définitif. C'est la mort, donc j'ai bien dit que c'était quelque chose qui allait m'empêcher. Donc là, je lis cette carte comme un avertissement sur les choix définitifs. Voilà. C'est-à-dire que le choix définitif, le tranchant final de la lame, cette chose qui est un passage obligé, peut m'embêter, peut me poser des problèmes dans mon élan de curiosité. Voilà. Et donc vous voyez, très bon exemple du coup, que la carte de la mort, ça ne veut pas dire que je vais mourir. Enfin, je vais mourir, mais ça sert à rien de l'interpréter de « Ah, le problème c'est que peut-être je vais mourir ». Bon, non. Par contre, c'est un problème et c'est un passage définitif. Donc là, ce que ça me dit, moi ce que je pense de ça, c'est que le passage définitif est un problème pour cet élan de curiosité. Alors là, les esprits les plus avisés et les plus aiguisés d'entre vous peuvent commencer à distinguer un souci qu'il y aurait dans
dans le tarot et dans les tirages de cartes de tarot, c'est qu'en fait je vais me valider en permanence. Il y a une auto-validation. Donc voilà, il faut le savoir parce que effectivement si on est enfermé qu'avec le tarot, eh bien on va tout le temps se valider parce qu'il y a sans doute des biais en moi qui valident la chose. En fait, c'est un biais d'auto-validation permanente le tarot. N'empêche que c'est intéressant parce que ça focalise mes jugements, mes pensées sur certaines choses. Bon voilà, j'espère que... Ah! Chut! Chut à la fin! Ça suffit! Ah, ma voix, elle a fait un bruit bizarre. Bon, j'espère que ce tirage et ces petites explications sur le tarot vous auront été utiles ou amusantes ou satisfaisantes ou je ne sais quoi d'autre de positif. J'espère que cela aura été amélioratif. Je vous souhaite de résister à la mort et d'être curieux pour accomplir le monde. Voilà, vous pouvez toujours commander, en tout cas si vous regardez cette vidéo dans ces premiers moments, vous pouvez toujours commander mon tarot. Voilà, le tarot de Mantoue, qui se lit exactement comme un tarot de Marseille. C'est d'ailleurs la structure d'un tarot de Marseille. Merci, au revoir, bonne nuit à tous, au revoir.